Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, on est une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes par tout type de cancer. On accompagne également les proches pour vous aider à vous accompagner au mieux pendant la maladie. Donc nous vous informons via le Rose Magazine qui paraît 2 fois par an, que vous pouvez trouver dans vos hôpitaux, mais également, vous pouvez également les recevoir directement chez vous si vous adhérez à notre association. Nous vous informons aussi via notre site internet rose-up.fr. Vous pouvez retrouver tous les articles qui sont parus dans le magazine, mais aussi des contenus exclusifs. En général, on a en moyenne 2 publications par semaine, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a énormément d'informations. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up. Alors, il y en a une à Paris et une à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces 2 villes, nous proposons des ateliers et des webinaires en ligne grâce à ma maison Rose Up, comme celui d'aujourd'hui. Et nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Donc, pour mener ces 3 missions, nous avons besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Le coût est de 30 euros par an. Voilà, vous recevrez directement chez vous le magazine. Vous pourrez accéder à nos maisons Rose Up, que ce soit en présentiel ou à distance. Et vous participerez à la défense des droits des patientes. Donc aujourd'hui, le thème de notre webinaire est l'hygiène bucco-dentaire et les effets secondaires liés au traitement qui peuvent toucher cette sphère. Et pour cela, j'ai avec moi le docteur Lemaire. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Rose Up pour ce dynamisme vraiment au service des patients et de la médecine et c'est vraiment très appréciable. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Antoine Lemaire, donc médecin douleurs et soins palliatifs à l'hôpital de Valenciennes où j'ai la responsabilité notamment du département de soins de support et du centre antidouleur. Et donc c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui on va parler de l'hygiène bucco-dentaire et d'un certain nombre de symptômes et des petites choses qu'on peut vous proposer pour vous aider au quotidien. Alors, je rappelle juste le fonctionnement de nos webinaires. Pour poser vos questions, vous avez l'onglet QR en bas de votre écran. Donc, le docteur Lemaire va commencer à faire une petite présentation sur l'hygiène bucco-dentaire au quotidien. Et vous posez-moi vos questions, je les transmettrai au fur et à mesure au docteur Lemaire. Du coup, je vous laisse présenter. Donc, l'idée, c'était déjà de partir sur la base. C'est quoi une bonne hygiène bucco-dentaire? C'est ça, en fait, on va parler un petit peu finalement de la base de l'hygiène bucco-dentaire, mais ce qui peut aussi être plus corrélé aux soins. Et pour ça aussi, comprendre pourquoi on doit avoir cette bonne hygiène bucco-dentaire, parce qu'effectivement, on peut avoir certaines complications, notamment comme la mucite. Et voilà, c'est ce que je voudrais voir un petit peu avec vous. Juste repréciser en petit propos introductif que finalement, l'hygiène bucco-dentaire aujourd'hui, c'est un soin à part entière qu'il ne faut pas négliger parce que justement les complications que peuvent occasionner certains traitements du cancer, et ça on va en parler, sont telles qu'effectivement l'impact peut être quand même relativement majeur et donc c'est vraiment une part entière du soin qu'il faut considérer aujourd'hui comme partie intégrante des soins de support, comme permettant du coup d'améliorer et d'optimiser la qualité de vie au quotidien. Et donc le message qui est à transmettre aussi, c'est qu'il faut à tout prix ne pas hésiter à parler de votre état bucco-dentaire aux équipes médicales quand vous les croisez. Ça peut être aussi bien votre médecin traitant, une infirmière à domicile, mais aussi les équipes d'oncologie, les infirmières de coordination que vous voyez tout au long du parcours. Et quand c'est à distance des traitements du cancer, ne pas hésiter aussi à en parler à ses interlocuteurs parce qu'il y a toujours des solutions et des choses qu'on peut proposer. Alors, pourquoi justement on doit proposer cette hygiène bucco-dentaire de façon optimale? Parce qu'on peut avoir des complications des traitements du cancer, qu'il s'agisse de la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, voire même de l'immunothérapie. Et donc, ces complications au niveau de la sphère oropharyngée peuvent avoir des conséquences qui sont quand même très importantes. Ça peut être finalement une difficulté au quotidien pour avoir une production de salive suffisante, donc une sécheresse de la bouche qui est très importante. Ça peut être d'authentiques douleurs qui parfois sont très importantes. Et dans des cas plus extrêmes, les douleurs deviennent vraiment très intenses et l'alimentation orale est devenu difficile et ça nécessite d'envisager éventuellement d'autres types d'alimentation. C'est pour ça qu'il faut les prendre en charge. Alors, c'est ce qu'on qualifie sur le terme de mucite.
La mucite, c'est en fait une inflammation de la muqueuse, cette muqueuse qui est présente à l'intérieur de la cavité buccale et des viscères, hein. On a différents types de muqueuses. On a notamment une muqueuse orale, donc c'est la bouche, mais c'est aussi le pharynx, juste un petit peu en dessous, et l'œsophage quand on continue à descendre dans le tractus digestif. Et finalement, l'altération de ces muqueuses s'appelle la mucite. Ça va venir créer des anomalies au niveau de l'épithélium et du tissu conjonctif qui compose cette muqueuse. Et ces anomalies peuvent être à l'origine d'une inflammation importante et d'ulcération. Donc c'est vrai qu'on parle souvent du terme de mucite. Nous, on aime bien aussi parler d'un terme qui est plus large, qui est la stomatite, parce qu'on a souvent une atteinte qui est plus profonde. Et donc, ces mucites, ces stomatites, ça fait partie des effets indésirables très fréquents des traitements du cancer et qui vont du coup potentiellement altérer la qualité de vie, comme on l'a dit en propos introductif, mais aussi potentiellement venir impacter négativement le traitement du cancer. Mhm. Autrement dit, devoir diminuer les doses de chimiothérapie, les doses de radiothérapie, éventuellement faire des pauses thérapeutiques dans le traitement du cancer parce qu'on a cet effet indésirable qui s'est installé. Alors, on sait qu'on va finalement des processus d'inflammation qui sont de plusieurs origines. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des sujets qui sont parfaitement documentés et on sait en gros que tel ou tel protocole de chimio est plus mucitogène que tel autre protocole, par exemple. Et avec, Et et avec les traitements innovants, type thérapie ciblée, immunothérapie, on a aussi une bonne connaissance de... Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on a maintenant la certitude que ces traitements-là aussi ont ce type d'effets secondaires et on sait pourquoi. Souvent, les mécanismes d'action sont différents des chimiothérapies. Et puis, avec des traitements plus récents comme l'immunothérapie, on découvre finalement par quel biais on peut avoir ce type de traitement. Mais globalement, il faut vraiment avoir à l'esprit que l'ensemble des traitements du cancer peut générer des problèmes de stomacite et de mucite, des problèmes sévères que souvent ce sont des traitements qui sont associés entre eux. Donc le fait d'avoir plusieurs facteurs de risque au niveau des traitements vont jouer et qu'il faut avoir à l'esprit là-dessus que du coup, d'autres facteurs de risque peuvent être favorisants. Et Mhm. notamment, ça peut être tout simplement l'âge, parce qu'en vieillissant, effectivement, on peut avoir certaines problématiques particulières. Ça peut être des problèmes antérieurs au niveau de la muqueuse buccale ou des antécédents personnels de mucite. Ça peut être une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ça peut être le tabagisme, qui est un gros facteur de risque pour les atteintes de l'intégrité de la muqueuse buccale. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être le diabète. Voilà, donc ces facteurs favorisants vont venir se surajouter à d'autres facteurs liés au traitement et c'est un ensemble de choses qui va potentiellement provoquer ces complications. Donc, vraiment garder à l'esprit que certes, les traitements du cancer peuvent donner des mucites, mais qu'il y a potentiellement d'autres facteurs qui vont les favoriser. Et c'est en général en ayant un impact sur un ensemble de ces petits facteurs qu'on va réussir à améliorer les choses. Et donc, comme je vous le disais, l'impact potentiel de ces mucites, c'est sur le traitement directement du cancer, et puis après, c'est sur la qualité de vie. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. N'oublions pas que, effectivement, on pense souvent à la nutrition, à la douleur, mais c'est aussi la phonation. Quand on a une bouche très sèche, on a du mal à parler, et donc c'est aussi notre rapport à l'extérieur, notre rapport au monde, notre rapport à l'intégrité corporelle, parce que finalement, avoir, par exemple, des lésions dans la bouche avec des ulcérations, ça peut être quelque chose de très difficile à vivre sur le plan de son intégrité corporelle. Et donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il ne faut surtout pas banaliser ces complications. Donc, la mucite, vous l'avez bien compris, c'est une inflammation de la cavité orale. Et il faut savoir qu'il peut y avoir donc plusieurs origines. Ça peut être les rayons, notamment la radiothérapie quand elle est faite sur la sphère ORL. Ça peut être les chimios. Et effectivement, on a certaines chimios qui sont très fortement mucitogènes, avec une importance, finalement, une prévalence importante de ces mucites. Comme on le disait, les thérapies ciblées, qui Mhm. spécifiquement pour certaines vont donner quasi constamment des mucites. Et puis sur l'immunothérapie, on est en train de se rendre compte effectivement que certaines de ces thérapies peuvent avoir cet impact-là. Et donc, à partir de là, on connaît le cadre, comment finalement on va à la fois prévenir et traiter les mucites. Et finalement, on va être à la fois dans des choses du quotidien qui sont de l'ordre de l'hygiène, Mhm. et puis pour d'autres aspects du soin. Pour certains qui seront des soins
qu'on peut pratiquer à la maison, en ambulatoire, et d'autres soins qui seront plutôt des soins hospitaliers. Et finalement, on a des règles finalement très basiques qui sont avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, avoir, si besoin, des soins par un professionnel de santé, hein, notamment le dentiste. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à recommander des bilans parfois au préalable. Euh, et puis avoir une alimentation qui soit aussi adaptée. Déjà, en faisant ce triptyque-là, on arrive sur la base de choses simples à pouvoir potentiellement prévenir les mucites. Alors, le bilan du bucco-dentaire, je vous en parlais, chez le dentiste, il est important parce que on imagine bien que si on démarre un protocole qui potentiellement peut déstabiliser la sphère bucco-dentaire, si on a une carie, un mauvais état bucco-dentaire avec des douleurs, forcément ce problème-là peut s'empirer et avoir des complications d'origine notamment infectieuse lorsque le protocole de chimiothérapie sera mis en place. Donc il est important dans certains cas d'avoir ce bilan bucco-dentaire. Parfois, le bilan bucco-dentaire, il est aussi indiqué parce qu'on va avoir certains traitements. Je pense par exemple à certains traitements qu'on propose dans des métastases osseuses qui peuvent en plus fragiliser la mâchoire, ce qu'on appelle une ostéonécrose de la mâchoire, et donc ne pas avoir de porte d'entrée pour les microbes qui viendraient s'insérer dans la mâchoire. Donc ce bilan, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça, c'est le bilan pré-thérapeutique, être certain que l'état bucco-dentaire soit optimal. Ensuite, ce qui sera vraiment important, c'est pendant les épisodes de soins d'avoir une évaluation régulière de l'état bucco-dentaire et donc de s'assurer, entre les cures de chimio, finalement en surveillant tout le temps, que des lésions ne s'installent pas. Et puis sur l'hygiène bucco-dentaire, on Mais va dire, excusez-moi, ça veut oui. dire qu'il faut qu'on aille voir son dentiste entre chaque séance de chimio Non. ou Alors pour le coup, c'est pas chez le professionnel. Je pense que le dentiste, ça c'est une bonne question. Le dentiste, c'est vraiment le bilan avant de commencer la Mhm. chimio. Et puis en fonction, lui, il va faire, lui ou elle va faire les soins préconisés, par exemple pour soigner une carie, pour soigner une gingivite, et va peut-être proposer un suivi ultérieur professionnel. Mais on n'est pas forcément obligé. Et déjà, le simple fait d'observer sa cavité buccale ou de la faire observer par un professionnel de santé, si on n'a pas de problème bucco-dentaire sous-jacent identifié, ça suffira. D'accord. Et ça sera même la clé du dépistage des anomalies. Mais ce que je veux dire par là, c'est surtout de ne pas négliger le simple fait d'observer sa bouche, ses gencives, l'état de ses dents pendant les traitements, les chimios, etc. C'est ça qui peut permettre de dire au médecin, bah, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge, j'ai remarqué quelque chose, regardez, là j'ai une afte, regardez, là j'ai les gencives qui sont inflammatoires, et donc d'éventuellement les traiter de façon adaptée. Donc ce sont deux choses différentes. Sur les règles d'hygiène, on va dire basiques, bah, tout simplement un bon brossage des dents. Alors, ça peut paraître anodin, mais on va plutôt favoriser des brosses à dents qui soient souples pour Oui. ne pas être trop agressif vis-à-vis notamment de la muqueuse et des gencives. Donc, forcément, c'est éviter des micro-traumatismes au niveau de la bouche quand on se brosse les dents. Alors, c'est vrai que pendant souvent, on avait tendance à dire il ne faut pas utiliser les brosses à dents électriques, mais finalement, on se rend compte qu'une brosse à dents électrique bien utilisée permet d'aller plus cibler les dents et puis peut-être éviter des traumatismes plus importants que sur du manuel. Donc, il n'y a pas vraiment de dogme à ce niveau-là. C'est plutôt d'avoir à l'idée d'y aller avec douceur, tout Ok. simplement. Et Euh, est-ce qu'il oui, faut masser les gencives quand on se brosse les dents ou on se contente de l'émail alors, c'est effectivement le massage des gencives est souvent quelque chose qui est recommandé pour favoriser une bonne circulation, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça fait pas partie des soins qui sont vraiment recommandés dans l'hygiène de base. Ce qu'il faudra aussi, c'est veiller à avoir un bon dentifrice. En fait, il faut pas qu'on prenne un dentifrice qui soit trop mentholé avec des substances trop agressives pour la muqueuse, et il faut pas que ça soit un dentifrice qui soit trop abrasif avec éventuellement des additifs qui seraient tout autant de produits chimiques qui Hmm. viendraient agresser la muqueuse. Donc Il faut vraiment avoir à l'esprit, les dentifrices ouais, qui blanchissent ou ce genre de choses, vaut mieux voilà, éviter. c'est ça. Prendre plutôt des dentifrices plutôt neutres avec des produits d'origine naturelle et éviter tout ce qui va être un peu agressif. Effectivement, des dentifrices qui vont contenir les petits segments de perlite, bah, ça fait donc ces petits agents blanchissants qui sont des agents mécaniques. Ça peut venir abîmer par exemple une gencive et on va plutôt l'éviter, prendre quelque chose de doux. L'idée étant finalement d'adapter le soin dentaire tout simplement au quotidien. Ayez à l'esprit que c'est un écosystème, la Mhm. bouche, toute muqueuse. Mhm. Et dans cet écosystème, on a un biofilm
qui est au niveau de la muqueuse. Ce biofilm lui-même, il est composé de plein finalement de substances qui vont interagir et aussi d'un microbiote, hein, donc Mhm. de bactéries qui sont nécessaires à la bonne santé. Et que quand on vient déstabiliser, déstructurer ce microbiote et ce biofilm, quand on vient les altérer, c'est là où la muqueuse ne peut plus se défendre et c'est là où elle va être fragile et D'accord. potentiellement, même un simple dentifrice, ça peut paraître anodin, ou un bain de bouche inadapté pourrait être une source d'agression parce que la muqueuse n'est plus protégée. Alors, j'ai une question de Sandrine qui me demande si on peut utiliser les brossettes. Je pense que c'est pour aller entre Oui, les alors dents. les petites brossettes pour aller Oui. entre les dents. Donc ça, effectivement, c'est un exemple très concret. Ces brossettes-là, en général, elles sont utilisées plutôt pour éviter la formation de plaques dentaires et donc du tartre. Bon. Mhm. Clairement, quand on est sous chimiothérapie sur un protocole qui peut nous créer des mucites, il faut mieux éviter parce que ça peut créer des micro-traumatismes ou même des macro-traumatismes. On peut faire saigner la gencive. Et sur le même principe que je vous disais tout à l'heure, porte d'entrée pour les microbes et pour potentiellement une infection. Donc ça, c'est vrai on va plutôt l'éviter. Et le Ce qu'il faut dentaire avoir aussi, aussi, ouais, pareil, de la même façon. voilà, Il y a aussi ces petites machines qui propulsent des jets d'eau. ouais, Hmm. des jets d'eau. Ça, cette Alors, utilisation aussi. pourquoi pas, si la force du jet d'eau n'est pas trop importante et qu'on ne risque pas de léser, hein, la gencive, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on est dans un environnement fragile et Mm. qu'il faut qu'à partir de là, tout ce qui peut être une agression, il va falloir l'éviter. Voilà, donc c'est un peu du bon sens finalement, et c'est surtout aussi connaître les limites. Si on voit qu'on a fait un soin dentaire et puis qu'on a fait saigner la gencive, dans ce cas-là, on va essayer de ne pas le reproduire et d'être plus doux, on va dire. Ce qui est important aussi, c'est que il y a deux facteurs qui sont importants. C'est aussi de considérer la muqueuse au niveau des lèvres, hein. Donc, pensez à l'hydratation et Ouais. l'hygiène des lèvres. Ça peut être avec des baumes tout simples, hein, qu'on a en grande surface pour hydrater les lèvres, parce qu'on peut avoir aussi une fragilité des muqueuses à ce niveau-là, et bien sûr d'avoir aussi une bonne hydratation par voie générale, parce que le fait de bien s'hydrater participe aussi au bon fonctionnement de la muqueuse. Dans les règles, on va dire de base, ça fait partie des choses qui sont reconnues. On a dans les recommandations internationales, les toutes récentes, hein, de la Société internationale de soins de support et de la Société internationale de médecine bucco-dentaire, il est recommandé d'utiliser aussi en prévention des mucites, par exemple du miel, tout simplement. Oui, Et ça, oui, ça fait ils partie des ont- mesures naturelles qui sont recommandées. Alors, Mais comment par contre, ouais, on l'applique comment, du coup, le miel? ouais, l'idée, c'est de l'appliquer. Alors, ça sera surtout en prise orale et donc de l'appliquer et puis ensuite de l'ingérer. C'est-à-dire, hein, c'est pas forcément appliqué de façon très prolongée et continue, mais c'est parce que le miel aura cette propriété anti-inflammatoire potentielle et cicatrisante qui est bien connue. Au-delà de ça, voilà, sur le, on va dire l'hygiène de base, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont recommandées. Parfois, effectivement, il peut être conseillé de prendre de la glace ou des glaçons pour atténuer l'inflammation juste après les chimiothérapies et éviter effectivement que cette inflammation ne perdure. Donc ça peut être fait. Et puis aussi pour les personnes qui ont des appareils bucco-dentaires, il faut avoir une hygiène irréprochable sur le versant de l'appareil bucco-dentaire. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont finalement, on va dire, dans le soin quotidien, des choses assez accessibles, assez faciles à faire. Ce qu'il Mm, faut avoir à l'esprit, globalement, c'est que il ne faut pas agresser cet environnement qui est très fragile. Et c'est vrai qu'on a tendance à surmédicaliser mm, l'hygiène de base. Et quand je dis surmédicaliser, c'est facilement dire, bah voilà, prenez un bain de bouche qui, lui, va contenir de l'alcool ou des substances équivalentes qui, elles, peuvent être agressives. Parce qu'on se dit, bah oui, on va pas faire de mal, on va éviter une infection. Sauf qu'en fait, on va venir, entre guillemets, décaper cette muqueuse qui est fragilisée. Et finalement, on va faire pire que mieux en risquant de favoriser une inflammation chronique de la muqueuse et aussi de faire développer certaines infections, alors non pas à des bactéries, mais à des champignons. On a tous dans notre écosystème des flores, mm. des petits champignons qui peuvent se développer. Et comme on fragilise cette muqueuse qui ne se défend plus, on peut faire développer ce qu'on appelle des candidoses orales. Donc, en gros, chez l'enfant, on appelle ça le muguet buccal, hein. Donc, la candidose orale, c'est le développement d'un champignon qui est dans la qualité buccale, mais qui va flamber parce qu'on aura agressé cette muqueuse. Donc, du coup, les bains de bouche, on oublie pendant les traitements. Alors, on n'oublie pas, mais on essaye d'éviter des choses agressives. Le bain de bouche de référence, je pense que la plupart de nos panélistes le savent, ce sont les bicarbonates de sodium, tout simplement. Le Ok. bicarbonate de sodium alimentaire ou qui se trouve en pharmacie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une substance qui est neutre
qui Mhm. n'est pas acide en termes de pH, d'acidité, contrairement justement aux produits antiseptiques qui, eux, vont être très acides pour la cavité buccale. Et l'avantage du bicarbonate, c'est qu'en complément du soin de bouche avec le dentifrice, comme on l'a dit, de façon adaptée, il va permettre vraiment de faire un soin de bouche sous forme finalement de bain de bouche, tout simplement, neutre et qui ne sera pas agressif pour la cavité buccale. Donc vraiment sur le soin de base, c'est bicarbonate de sodium tout Et simplement. on l'utilise comment? On le dilue dans quelle proportion? Alors, bah, quand on l'achète par exemple en grande surface, il suffit de mettre une cuillère à café qu'on dilue dans de l'eau, dans un petit verre d'eau. On fait D'accord. un gargarisme avec, et puis D'accord. après, on peut, voilà, on n'est pas, on l'avale pas forcément, donc tout simplement. Et puis après, il y a des préparations en pharmacie qui sont déjà entièrement dosées. D'accord. Il n'y a plus qu'à faire le mélange avec l'eau. Mais bon, enfin, le bicarbonate alimentaire trouvé en grande surface fonctionne très bien. Donc ça, c'est voilà, ça fait partie, on va dire, de l'hygiène de base. Mais donc, faut oublier les produits. Il y a juste Ouais. Christelle qui pose la question des racleurs ayurvédiques de la langue. Oui, alors là, c'est pareil, sur le même principe, ça peut être quelque chose finalement d'assez agressif pour la muqueuse orale, qui est donc fragilisée. Donc il faut faire attention d'être doux avec ces muqueuses, et c'est pareil pour la bouche, hein. La langue, c'est elle qui souvent va être la première sujette aux candidoses orales. Quand vous avez une action mécanique très forte sur les papilles gustatives, sur toute la muqueuse de la langue, vous allez entre guillemets la décaper littéralement, et c'est là où elle peut être sujette aux candidoses orales. Donc, il faut être très, très prudent avec ce type de dispositif, quoi. D'accord. On me demande des marques de dentifrice. Alors, on va peut-être pas donner de marque, mais juste Bon, je pour donnerai pas de marque. Alors, ça, c'est pareil, hein. Sur ce point-là, il ne faut pas forcément vous mettre à l'esprit qu'il faut aller en pharmacie acheter un dentifrice qui vaut 10 euros le tube. D'accord. On a maintenant, dans les grandes surfaces, y compris dans les discounters, des dentifrices qui sont, vous regardez des choses basiques, c'est-à-dire finalement des dentifrices faits essentiellement avec des substances naturelles qui ne contiendront pas des produits trop agressifs. Donc, évidemment, je ne peux pas faire de publicité, mais on peut trouver même et de plus en plus d'ailleurs des pâtes dentifrice naturelles, voire complètement biologiques, hein, qui La peuvent question. permettre une bonne hygiène. Voilà, Et Catherine posait la question des dentifrices bio qu'on trouve souvent d'ailleurs en format solide. c'est Donc ça ça. peut Ouais. être une bonne option. Voilà, de toute façon, on est sur le principe d'avoir, ce qui est le plus important, si vous voulez, c'est la répétition du soin avec des agents adaptés. Donc après, ça peut être ce type de dentifrice, ça pose pas de problème dès l'instant où on ne crée pas de micro-traumatisme, quoi. Très bien. C'est très Alors clair. ça, c'est vraiment la partie, on va dire, hygiène au quotidien. Après, il y a des choses qu'il faut aussi avoir à l'esprit, et là on est toujours sur la prévention, c'est qu'il y a certains aliments qu'on va quand même essayer d'éviter. Un peu pour les mêmes raisons que les choses un peu plus traumatiques d'un point de vue mécanique, c'est par exemple certains aliments qui vont être soit durs, soit croquants et qui potentiellement vont pouvoir venir abîmer quand Mhm. on s'alimente la muqueuse. Il y a des aliments qui vont être acides. Je vous parlais tout à l'heure du pH des soins de bouche. Bah, c'est pareil. Vous prenez du citron, vous prenez des tomates, du raisin, des pommes, des fraises, du vinaigre, l'alcool, la moutarde, mais aussi, par exemple, le Coca-Cola. Pendant souvent, on a parlé du Coca-Cola comme la solution pour faire des soins de bouche. Alors, le Coca, il est intéressant parce qu'il permet dans certains soins de bouche, notamment quand il y a des petits dépôts sur les muqueuses, de les décoller. D'accord. Mais ayez à l'esprit que le Coca, même s'il est très sucré, il est très acide. Le pH, hein, donc le taux d'acidité du coca, il s'approche quand même de celui d'un jus de citron pur. Donc, on a un effet, même s'il est sucré qu'on ne ressent pas, Mhm. d'acidité Mhm. sur la cavité. Ce qui n'empêche qu'il peut être utile dans certains cas, mais parfois on peut, ben, en voulant bien faire, on a la bouche sèche, on se dit je prends du coca, ça me fait du bien, et Mhm. en fait on se décape la muqueuse et on finit par avoir par exemple des candidoses. D'accord. Donc Sur les aliments, voilà. les Nous, jus je finis juste sur les ok, aliments, bien sûr. pour bien préciser, hein, tout ce qui est épicé, pimenté, Oui. ça, il faut effectivement éviter aussi. Et puis, ça peut être des aliments qui soient trop frits ou trop salés, voire irritants, comme le gruyère, l'ananas, les noix, etc. D'accord. Hein, donc ça, c'est pareil, c'est du bon sens, mais ça fait partie du package au niveau de l'alimentation. Et les jus de fruits en général sont acides ou ça dépend des fruits Alors ça dépend et voilà, vous allez avoir certains, par exemple sur les agrumes, ça sera plus acide que certains autres, voilà, ça dépend. D'accord. Il y a Anita qui demande aussi si les chewing-gums entre les repas, ça peut être une bonne façon Alors, c'est de c'est- c'est nettoyer une la très bonne question parce que justement, en préparant le webinaire, je relisais les dernières recommandations internationales et effectivement, le chewing-gum sur les recommandations médicales internationales, il n'est pas recommandé. Il n'est D'accord. pas recommandé. Pour autant,
Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques que ça puisse être utile pour prévenir une mucite. Et pour autant, voilà, on peut prendre des chewing-gums. Le tout, c'est de ne pas le faire avec l'excès. Moi, parfois, j'ai des patients en consultation qui, en fait, ont tellement la bouche sèche qu'ils vont tout le temps sucer des bonbons et finalement se décaper la langue. Bon, bah voilà, c'est toujours pareil. Mais il faut savoir qu'il y a eu un positionnement des recommandations internationales spécifiquement sur le chewing-gum et qu'il n'y a pas de recommandation particulière sur une preuve d'efficacité du chewing-gum dans cette indication-là. Il n'y a pas de contre-indication non plus, du coup. Il n'y a pas de contre-indication non plus, si ce n'est évidemment, comme je vous le disais, bon sens, pas de consommation excessive pour des raisons évidentes, quoi. D'accord. Donc Juste on a un petit parlé. détail sur l'alimentation, c'est Oui. que, il faut aussi avoir à l'esprit que la température de l'alimentation peut aussi influer sur l'inflammation. Donc, effectivement, on évitera des aliments qui soient trop chauds, qui pourraient venir, entre guillemets, brûler les muqueuses, et plutôt favoriser des températures tièdes ou fraîches quand il y a une inflammation qui s'installe, quels que soient après les aliments qu'on utilise, quoi. On a parlé du microbiote de la sphère buccale. Il existe des probiotiques et des prébiotiques pour pas mal de sphères. Est-ce qu'il en existe pour la sphère buccale, enfin la cavité buccale? Oui, alors il y a effectivement, alors il y a beaucoup de choses qui existent vous avez, il existe des soins de bouche qui sont vendus avec des probiotiques. De D'accord. façon générale, il faut surtout être assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, avoir à l'esprit que nos muqueuses sont agressées par différents traitements, par la maladie en elle-même, et donc de restaurer le microbiote, que ce soit au niveau de la cavité orale, que ce soit au niveau de la cavité vaginale chez la femme, ça peut passer par la prise de microbiote. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, je pense, se faire conseiller au niveau de la pharmacie en fonction des symptômes qu'on présente. Mais quand on prend un microbiote, pardon, quand on prend un probiotique ou un prébiotique dans l'idée de prévenir, on aura une action sur l'ensemble des muqueuses D'accord. digestives, dont la cavité orale. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment un jeu d'équilibre, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a d'un côté une potentielle agression et d'un autre côté, il faut renforcer les défenses. Voilà. Mais c'est vrai que les consensus autour des probiotiques ne sont pas encore complètement affirmés, mais très clairement, avec le problème du non-remboursement des probiotiques, hein, même si dans le cadre de l'aide des cancers, les probiotiques ne sont pas remboursés. Donc il y a aussi une question de budget, mais très clairement, ça fait partie des traitements qu'il faut ne pas hésiter à privilégier. Après, on peut apporter des prébiotiques par l'alimentation aussi, j'imagine, Exactement. par les Et fibres, puis, par les... voilà, exactement. Les prébiotiques par l'alimentation. Après, il y a aussi des probiotiques naturels, hein. Je veux dire, globalement, maintenant, c'est largement marketé au niveau de l'alimentation, au niveau des yaourts, des choses comme ça. C'est juste que le fait de le faire de façon médicamenteuse permettra vraiment d'avoir plusieurs souches qui soient vraiment synergiques pour soigner ces inflammations. Mais voilà, ça fait partie des choses à considérer, y compris en prévention. Très bien. Donc là, on a terminé la partie Voilà. hygiène. Sur la partie hygiène, sur la partie prévention non médicale, finalement, vous voyez, ce sont des choses assez, on va dire, basiques de bon sens, hein, et qu'il ne faut pas négliger. Après, on a la question de la prévention sur le plan médical. Comment est-ce qu'on prévient une mucite en proposant des soins? Très clairement, sur les soins de bouche, je vous en ai parlé. Nous, les soignants, en prévention, on va plutôt être doux avec les muqueuses et proposer des bains de bouche au bicarbonate, en plus de tous les soins dont je vous ai parlé. Il y a une technologie qui est vraiment intéressante, on en a déjà parlé ici, c'est la photobiomodulation. Donc là, je tenais à vous en parler parce que la photobiomodulation, je vais vous expliquer cette technique, elle est recommandée à l'échelle internationale en prévention des mucites depuis déjà 2014. Et plus les années passent, plus le niveau de preuve est important sur ce thème-là particulièrement. Donc la photobiomodulation, c'est une technique qui est toute simple, qui consiste à utiliser les propriétés thérapeutiques de certaines lumières, notamment la lumière rouge, voire la lumière infrarouge, qui, lorsqu'elles sont appliquées sur une zone inflammatoire, et là en l'occurrence on parle de la muqueuse orale, vont permettre de lutter contre l'inflammation qui s'installe, de favoriser un bon métabolisme cellulaire, donc notamment nos petites mitochondries vont produire plus d'énergie, elles vont être vraiment beaucoup plus à même de se défendre contre les agressions extérieures et de cicatriser. Et ces trois propriétés, métaboliques, anti-inflammatoires et cicatrisantes de la photobiomodulation, en font vraiment une technique de choix pour prévenir la mucite orale. Alors en pratique, ce sont des équipements
qui vont la plupart du temps se mettre à l'intérieur de la cavité buccale. Pour certains d'entre vous qui en ont bénéficié, on parlait souvent de laser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise très souvent des LED, parfois des lasers, mais ce sont des techniques qui sont connues depuis longtemps. Maintenant, on a tendance à beaucoup utiliser des LED ou de la fibre optique pour aller vraiment mettre exactement au bon endroit, parce que c'est pas facile dans la cavité buccale, surtout quand on a mal, d'aller mettre la lumière au bon endroit. Parfois, on utilise des traitements à l'extérieur de la bouche qui seront plus puissants et les sondes appliquées sur les joues, notamment, vont pénétrer par l'extérieur et aller soigner à l'intérieur. D'accord. Le meilleur soin, c'est toujours celui qu'on peut faire à l'intérieur de la bouche, mais c'est aussi possible à l'extérieur de la bouche. Et cette technique-là, elle est vraiment indiquée et recommandée, et elle marche, elle est vraiment très, très efficace dans la prévention de la mucite. Euh, mais, il y a un mais, elle est malheureusement encore peu développée, même si beaucoup de centres de lutte contre le cancer, des centres hospitaliers ou des cliniques qui pratiquent les traitements du cancer se mettent à la technique. Pour l'instant, pour plein de raisons, elle n'est pas encore suffisamment déployée, alors que, paradoxe, elle est parfaitement efficace et c'est probablement la technique la plus efficace pour justement réparer l'intégrité de la muqueuse dès qu'une petite lésion se... Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Comme vous N'hésitez le pas à en disiez, parler à vos équipes. oui, et comme vous le disiez, dans les recommandations officielles, donc c'est vraiment pas. C'est vrai que quand on parle de lumière qui soigne, ça peut paraître un peu Oui. euh, étrange, mais c'est éprouvé scientifiquement. Je me permets de relayer la question de. Alors, j'ai pas le prénom de la personne qui dit que son oncologue n'était pas pour qu'elle fasse de la photobiomodulation pendant ses traitements. Elle se demande pourquoi il n'y a pas de consensus encore à ce sujet-là. Alors, enfin, je vais vous répondre très simplement. Il y a un consensus, il est international, il est depuis 2014, il a été renouvelé en 2020 par quand même deux sociétés savantes à l'échelle internationale. Donc, voilà, peut-être que dans le cadre de cette patiente, il y a une raison particulière qui fait que on n'a pas recommandé, mais en tout cas, les contre-indications sont extrêmement rares. Oui. Euh, Clairement, là où on va éviter de proposer de la photobiomodulation pendant les traitements, c'est par exemple quelqu'un qui a une tumeur dans la cavité buccale. On va lui dire qu'on ne va pas aller faire de la photobiomodulation sur la tumeur. Ça, c'est clairement une règle de principe de base. Mais rien n'empêche d'aller faire de la photobiomodulation, par exemple, à l'extérieur des joues pour éviter ça. Donc, D'accord. en dehors de ce type de contre-indication formelle, de principe, hein, c'est un principe de sécurité, aujourd'hui, si par exemple on a un cancer du sein et on veut prévenir une mucite, il n'y a pas de raison. Au contraire, il est recommandé de faire de la photobiomodulation. Alors, ce qui est vrai aussi aujourd'hui, c'est que par méconnaissance ou par croyance autour de la photobiomodulation, on dise, bah non, ça sert à rien, il n'y a pas de preuve scientifique, ça marche pas, alors qu'il n'y a plus de sujet sur le plan scientifique, hein. C'est vraiment quelque chose qui est admis, mais qui va peut-être mettre du temps avant de s'installer dans le soin courant. Oui, c'est pour ça on en a parlé depuis quelques années. C'est vous qui nous aviez d'ailleurs alerté sur le sujet. Parce qu'on part du principe qu'une patiente bien informée est aussi actrice de son parcours de soins. Donc n'hésitez pas à en parler aussi à vos équipes soignantes pour les pousser un peu s'équiper dans ces appareils. Il y a Audrey qui demande si la photobiomodulation est possible pour une inflammation de l'œsophage. Oui, alors c'est une bonne question. En fait, si vous voulez, la photobiomodulation, elle a quand même beaucoup d'indications. Alors, c'est pas un remède miracle à tout, mais effectivement, on a des patients qui ont notamment des œsophagites pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir, prenons l'exemple d'une mucite qui a créé une importante sécheresse de la bouche, hein, une xérostomie. Cette sécheresse des muqueuses peut aussi, dans certaines configurations, par exemple des patients qui ont eu beaucoup de traitements par de la radiothérapie au niveau du thorax, du cou, et en plus des chimios ou des thérapies ciblées, atteindre l'hypopharynx, l'oropharynx, l'hypopharynx et descendre au niveau de l'œsophage. Nous, on a des patients comme ça. Et donc, pour les mêmes raisons, mais sous couvert d'avoir des bons équipements, on peut effectivement traiter une œsophagite, et moi je l'ai fait des dizaines de fois à l'hôpital de Valenciennes, avec la photobiomodulation. Par contre, ça veut dire avoir des très bons équipements et une bonne connaissance de la photobiomodulation, parce qu'en fait, pour aller traiter un œsophage, donc autant au niveau de la zone cervicale, on peut y être assez facilement en mettant bien les sondes, mais dès Mhm. l'instant où on passe dans la zone qui est derrière le sternum, il faut avoir des équipements suffisamment puissants
Mhm. capable de traverser. Voilà, donc là, il faut vraiment des très bons équipements. Mais D'accord. je vous confirme que c'est possible puisqu'on a déjà traité. Voilà. Par contre, ça ne figure pas dans les recommandations internationales. C'est vraiment les centres experts en photobiomodulation qui font de la recherche, qui ont des bons équipements, qui peuvent éventuellement le proposer. Alors du coup, on a beaucoup de questions sur la photobiomodulation. Clotilde veut savoir un peu plus concrètement comment ça se passe. Donc, à partir du moment où on sait qu'on va avoir des traitements qui vont provoquer des mucites, on Oui, commence déjà à intervenir à ce moment-là. Comment ça c'est se passe? ça. Et En fait, je vais vous donner l'exemple du système qu'on a mis en place dans mon établissement. L'idée, c'est déjà d'identifier les patients qui sont à risque, je vous en ai parlé tout à l'heure, parce qu'ils auront des traitements à risque et des facteurs de risque éventuels surajoutés. Donc nous, par exemple, on a travaillé avec nos pharmaciennes cliniciennes pour déterminer les protocoles de chimio, de thérapie ciblée, qui donnent plus facilement des mucites que d'autres. Comme ça, on est très vigilant chez ces patients-là. Et effectivement, quand on est dans ce cas-là, ou quand ce sont des patients qui ont déjà eu des mucites, on sait qu'on va proposer des séances de photobiomodulation en prévention, comme recommandé à l'échelle internationale. Nous, dans notre écosystème, j'ai tenu à ce que les infirmières coordinatrices des parcours soient celles qui pratiquent la photobiomodulation. La photobiomodulation, ce n'est pas un acte médical spécifiquement. Il faut quand même qu'il soit pratiqué par un professionnel de santé formé, ça c'est indispensable. On a quand même ce paradoxe, c'est qu'en France, n'importe qui peut faire de la photobiomodulation aujourd'hui. Vous pouvez d'accord. acheter des e-commerce et puis faire ce que vous voulez avec votre LED que vous aurez acheté dans un magasin. Mais en tout cas, nous, ce sont des professionnels, mais pas forcément des médecins. Mhm. Le professionnel de santé, en l'occurrence une infirmière ou un manipulateur radio quand c'est un centre de radiothérapie, sait parfaitement évaluer l'état buccal Mhm. et proposer la séance de photobiomodulation. Et à partir de là, on pose l'indication de prévenir la mucite avec de la photobiomodulation. On définit des séances périodiques. En général, nous, on s'adapte, c'est-à-dire que les patients viennent, par exemple, je vais dire n'importe quoi, 3 jours par semaine, une semaine sur deux en chimio. Et ben, quand ils vont venir, on va faire ces séances. D'accord. Et comme ça nous permet à la fois de faire le traitement en prévention et de surveiller l'état buccal. Et nous, on utilise des grilles très standards de l'OMS pour évaluer l'état buccal et ça permet de grader une éventuelle mucite. Donc, grade 0, il n'y a pas de mucite. Grade 1, vous allez avoir un érythème, c'est-à-dire une inflammation globale de la cavité buccale. Et là, vous allez potentiellement avoir une sensation désagréable, un début de Mhm. douleur. Après, on a un grade 2. Là, c'est vraiment des gens qui ont des grosses rougeurs, voire des ulcères au niveau de la bouche, mais ils peuvent toujours s'alimenter. Quand on passe au grade 3, là, on a des ulcères qui peuvent saigner et on est obligé de s'alimenter uniquement par des liquides. Et puis le grade 4, qui est très grave, on ne peut plus s'alimenter, on a des douleurs qui sont atroces et là, on doit prendre une alimentation par sonde. Mais la surveillance et la gradation permet de suivre et de voir l'évolution. Là, on est en prévention, donc l'idée, c'est que la mucite ne s'installe pas. Et moi, ce que je peux vous dire, parce qu'on a du coup implémenté la photobiomodulation en oncologie et en hématologie avec une autonomie des infirmières de pratique, enfin, des infirmières de coordination, on n'a plus jamais de mucite de grade 3 ou 4 en mettant en œuvre cette technique. Voilà. Et après, dernier point pour répondre à la question, il faut utiliser, enfin moi c'est ce que je pense en tant que responsable de mon pôle, que les équipements que les infirmières utilisent soient simples à utiliser et qui garantissent qu'on va apporter la bonne quantité de lumière là où il faut. Mhm. On a un gros problème aujourd'hui en France, c'est qu'il y a énormément d'établissements qui ont été équipés il y a 20 ans de ce qu'on appelait des lasers, des stylés laser. Oui. Les stylés laser, ils sont bien quand vous avez une afte ou un ulcère, vous allez le traiter. Bon, un peu comme un dentiste. Mais pour prévenir une mucite, qui n'existe pas par définition, il vaut mieux aller mettre la lumière dans toute la cavité buccale. Et maintenant, on a quand même des dispositifs qui permettent d'amener des petits coussinets de fibre optique ultra fins, qui ne sont pas désagréables, qu'on met sur les côtés des joues, au-dessus et en dessous de la langue, et qui vont permettre d'apporter la bonne quantité de lumière de façon très simple. Ça dure combien de temps une séance de photobiomodulation? En général, avec ce type d'équipement, c'est une dizaine de minutes. Quand on doit en plus, quand les mucites sont là cette fois-ci en curatif et que c'est plus grave, on peut mettre un petit peu plus de temps parce que parfois, effectivement, on va aller traiter certaines lésions dans la bouche et puis on va aller stimuler la production de salive par les glandes salivaires. Mais en général, c'est 10-12 minutes, hein, pas plus. D'accord. Et forcément, la grande question, parce qu'on parle on a parlé du fait que c'est pas encore très démocratisé, donc avant l'ancienne, évidemment, vous le proposez. Est-ce qu'il y a des grands pôles comme ça qui proposent aussi la photobiomodulation aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, ça progresse beaucoup là. Quand je vois déjà sur la dernière année qui vient de se passer, il y a beaucoup de centres de lutte contre le cancer ou d'établissements qui font du cancer qui le proposent. C'est vrai qu'on a des centres d'excellence et de recherche, comme par exemple le Centre de haute énergie à Nice, l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, le Centre hospitalier de Valenciennes, mais on a maintenant de plus en plus de centres de lutte contre le cancer qui s'équipent les uns après les autres, de centres hospitaliers généraux, de centres hospitaliers universitaires. Et ça, c'est vrai que c'est une tendance qui est en train de se majorer. Donc, on est en train de travailler avec la SOS, donc l'Association francophone pour les soins oncologiques de support, via un groupe d'experts en photobiomodulation que j'ai créé avec le docteur Billiard de Ligère et le professeur Ben Sadoun de Nice, qui sont des personnes très impliquées aussi en photobiomodulation. On a créé un groupe d'experts photobiomodulation dans le cadre de la SOS. Et une de nos missions avec ce groupe d'experts, c'est de créer un annuaire des ressources. On aimerait bien, on espère pouvoir rapidement vous proposer un annuaire des ressources qu'on mettra à jour au fur et à mesure pour dire, bah voilà, à tel endroit, on peut prendre en charge la mucite, la radiodermite, à tel endroit, la douleur, à tel endroit, voilà. Donc ça, c'est une de nos missions. Et on s'est donné d'autres missions, notamment de faire connaître cette technique, de créer un référentiel scientifique pour son utilisation et d'aller stimuler, on va dire, la Caisse nationale d'assurance maladie pour obtenir des remboursements de l'acte, parce que ça, c'est un des freins aujourd'hui. Les établissements de santé qui, comme vous le savez, sont tarifés à l'activité, ont tendance à avoir du mal parce qu'ils se disent, je vais perdre de l'argent, ce qui est faux, mais on veut faire en sorte de reconnaître aussi un tarif pour ces séances. Mais c'était une des questions aussi de Catherine. Elle se demandait si c'était pris en charge dans le cadre de l'ALD. Oui, alors pour les établissements qui le pratiquent, hein, je prends les trois établissements que j'ai cités là, bien sûr, il n'y a aucun reste à charge pour nos patients, même, et vous voyez, on est trois établissements à statut différent. Il y a une clinique privée, le centre de haute énergie à Nice, il y a un centre de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, et puis il y a nous, un centre hospitalier général. Donc, bien sûr, on ne fait rien payer à nos patients, on part du principe que ça rentre dans l'aile des cancers. Et à titre personnel, moi, je peux même vous confirmer que quand on a des patients qui ont des séances itératives et qui ont des besoins de transport sanitaire parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour des raisons physiques, la caisse d'assurance maladie ne nous a jamais posé le moins de soucis pour ces transports itératifs, hein, qui sont pris en charge aussi. Alors, juste pour votre information, sur notre site rose-up.fr, j'avais écrit avec l'aide du docteur Lemaire un quesaco sur la photobiomodulation. Donc, on explique en détail en quoi ça consiste, combien de séances il est nécessaire, comment ça se passe concrètement, combien de temps ça dure, etc. Donc, dès que le répertoire sera mis en place, on rajoutera le lien dans ce quesaco-là. Comme ça, vous retrouvez toutes les informations au même endroit. Alors, il y a Audrey qui demande qui détermine si on a une MUCIT et son grade. Ah oui, bah c'est une bonne question. Alors, comme je vous le disais, moi, je pense, et c'est de notre devoir, en tant que médecin, donc on est capable d'évaluer et de grader la mucite. Donc, on regarde la bouche de nos patients, mais il faut qu'on forme nos infirmières aussi, qui sont aussi capables sans problème de les évaluer. Donc, je pense que c'est un travail de tout soignant. En principe, que ce soit votre médecin traitant, l'infirmière qui vous suit à Libéral, l'infirmière de parcours, le médecin hospitalier, tout le monde doit être capable de l'évaluer. Et c'est une échelle qui est très très simple. Donc par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas encore rentré complètement dans les habitudes pour plein de raisons. Une consultation qui va vite avec de nombreuses problématiques, ben, on n'a pas forcément le réflexe de demander, de regarder tout simplement avec une lumière la bouche. Mais tout soignant doit être capable de l'évaluer. Et donc, pas hésiter à alerter si nous-mêmes on a repéré qu'on avait. Alors Alors, voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. L'auto-examen, entre guillemets, hein, vous regardez dans la glace avec votre lampe d'iPhone, ça vous permet de dire, ah bah tiens, oui, non, ça j'en parle au médecin parce que j'ai repéré que c'était rouge ou que j'ai une afte, un ulcère, etc. on a parlé beaucoup de photobiomodulation, hein, mais on l'a dit, c'est pas accessible pour tout le monde et partout. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres solutions parce qu'on a Oui. eu quand même pas mal de retours. Alors, je vais les donner un peu pêle-mêle comme ça. Il y avait Fred qui a un cancer du sein triple négatif, qui a eu de la chimio et qui a mal aux dents, qui a une sensation de peau qui part en lambeaux. Il y a Céline qui a cette modification du goût dont on parlait aussi au début. Sophie qui a la Ouais, bouche sèche avec des crevasses. ouais. Audrey qui a un besoin de beaucoup boire, mais qui boit beaucoup et ça ne change rien. Il y a des aphtes aussi dans la gorge, des saignements de gencives. Donc, quelles sont les solutions dans ces cas-là?
Alors, effectivement, ça, c'est vraiment, ce sont des questions très pertinentes, mais qui reflètent malheureusement le quotidien et le vécu de nos patients, hein. Là, si je vous reprends les recommandations nationales, en dehors de la photobiomodulation dont on a parlé, quand on n'a pas la mucite en prévention, comme je vous l'ai dit, l'hygiène bucco-dentaire, des bains de bouche avec éventuellement des bicarbonates, c'est suffisant. Quand on a un premier niveau de mucite, le fameux grade 1, là, les bains de bouche peuvent contenir des médicaments contre les ulcères, ce qu'on appelle les anti-ulcéreux, voire on va utiliser le froid et la glace. Quand on a la mucite de grade 2, on peut utiliser les anti-ulcéreux, on va utiliser le bicarbonate, mais parfois on va utiliser aussi des gels anesthésiants pour soulager la douleur sur les muqueuses. Ouais. Alors pareil, avec parcimonie, en faisant attention parce que ces gels contiennent des anesthésiants qui peuvent, quand ils sont, il ne faut pas les déglutir, ça peut venir perturber la déglutition et faire des fausses routes. Donc il faut être très très prudent avec ça. Et puis quand on est sur des stades 3 et des stades 4, là, clairement, ça va être des corticoïdes locaux, des choses un peu plus puissantes. Bon, il y a des recommandations, ça, c'est les équipes médicales qui les suivent. Ce qu'ont cité là nos patientes, finalement, ce sont d'autres effets secondaires, parce qu'elles n'ont pas forcément une mucite, mais Mhm. elles vont avoir pour une ce qu'on appelle une dysgeusie, c'est-à-dire le goût qui est modifié à cause des chimios, pour l'autre, ce qu'on appelle une xérostomie, la sécheresse de la cavité Ouais. buccale, pour une autre, une gingivite, très probablement une inflammation de la muqueuse gingivale avec ses décollements. Pour l'autre, des crevasses ou des aftes. Et donc ça, ce sont des pathologies qui sont vraiment des mucites, mais qui sont le reflet d'une agression de la cavité orale. Et Mhm. donc pour ça, c'est vrai que nous, on utilise très facilement la photobiolation qui marche extrêmement bien, mais sinon, il faut dire qu'on est assez limité. Dans le cadre de la sécheresse buccale, il existe certains médicaments sous forme de spray qui vont être soit des médicaments qui stimulent les glandes salivaires pour produire plus de salive, soit des substituts salivaires, c'est-à-dire qu'ils vont apporter un produit un petit peu gras qui va venir tapisser les D'accord. muqueuses, voilà, ou des sprays vraiment spécifiques qui vont venir restructurer ce biofilm sur les cavités buccales. Malheureusement, il n'y a que deux produits dans les médicaments qui sont remboursés. Par exemple, ce biofilm qui est intéressant, il n'est pas remboursé. Quand c'est une gingivite, vraiment la muqueuse gingivale qui est agressée, moi je recommande quand même d'aller toujours voir le dentiste parce Mhm. qu'effectivement, eux pourront proposer soit des traitements locaux spécifiques, adaptés, ils vont surtout bien examiner, voir s'il n'y a rien derrière comme problématique, et puis éventuellement proposer des traitements spécifiques des gingivites. Hein, il y en a, y compris à base de dérivés naturels. Et quand il s'agit des aftes, alors c'est vrai que sur les aftes, c'est un souci. Il n'y a pas vraiment de traitement recommandé, remboursé. Donc il y a des remèdes de grand-mère pour les Mhm. aftes, hein, pas pour les ulcères. Attention, hein. Donc il faut être sûr que ça soit une afte, c'est-à-dire que ça soit bien blanc et que ça ne saigne pas. Dans les remèdes de grand-mère, il y a d'appliquer un petit peu d'aspégique, d'aspirine D'accord. sur l'afte en direct. Ça se fait depuis toujours. C'est pas quelque chose qui est recommandé officiellement, mais ça fait partie des choses qui sont faites. Ce matin, justement, j'en discutais avec une consoeur qui était avec nous en stage et qui disait que dans son centre, il recommandait le camomilla, donc sous forme de gel, vous savez, ce qu'on met pour les poussées dentaires des Oui, enfants, oui, oui. avec de l'homéopathie. Et donc, D'accord. dans son centre, ils utilisent ça quand il y a des aftes. Bon, après, il existe d'autres produits qui ne sont pas remboursés que les pharmaciens pourront vous proposer. Et puis, voilà, on fait comme ça. Mais c'est vrai que dans mon expérience personnelle, j'ai tendance finalement à rester très simple sur les protocoles de soins et ne pas associer trop de choses pour pas agresser davantage la muqueuse buccale. Alors, justement, qu'est-ce qu'on pense des huiles essentielles? Il y a Céline qui pose la question de l'huile essentielle de titri, qui est évidemment très, très efficace. Ouais. Est-ce qu'on risque pas d'agresser avec des huiles Alors essentielles? voilà, moi j'ai eu exact, enfin, c'est une très bonne question parce qu'effectivement on a tendance un petit peu à banaliser les huiles essentielles dans leurs utilisations, mais n'oubliez pas que les huiles essentielles sont des concentrés phytothérapeutiques importants. Vous avez vraiment une substance active, hein. Et donc moi j'ai eu le cas il y a quelques années, je me souviens d'une dame qui avait une mucite avec une candidose orale et puis dans son service de gériatrie on lui avait fait un mélange à base de titri justement pour appliquer sur la bouche. Et en fait, on nous avait appelé parce qu'elle avait flambé et elle avait fait une authentique stomatite qui avait empiré les choses. Donc, on avait même fait une déclaration de pharmacovigilance. Mm. Et donc, il faut être vigilant, hein, vraiment avoir à l'esprit que ce sont des substances très actives et clairement, à titre personnel, je ne les recommande pas sur une muqueuse qui est altérée. C'est-à-dire quand la muqueuse
elle a un signe d'infection ou qu'elle est potentiellement fragilisée par une chimio, moi personnellement, ça ne sera pas les huiles essentielles. Il vaut mieux les faire dans d'autres contextes. Alors, si par contre, vous avez déjà eu l'expérience d'utilisation de titri, alors ça peut être aussi sous forme de, vous savez, on a des comprimés neutres, on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle et le comprimé à sucer. Voilà, si vous l'avez fait par le passé, que ça se passe bien, voilà. Mais ayez à l'esprit que ça peut ne pas être anodin, tout comme les teintures mères diverses et variées. Ce sont quand même des produits qui potentiellement peuvent déclencher aussi une inflammation. Oui, on avait eu la question de la teinture de myrrhe aussi, donc ça pareil, tout Oui, alors cette teinture-là, elle est utilisée notamment pour ses propriétés antivirales, anti-infectieuses, dans d'autres problématiques orales, tout comme le titri, le Ravinsara, des choses comme ça. Mais dans un contexte d'inflammation avérée ou potentielle de la muqueuse, attention, parce qu'on apporte une substance. Mais je vous dirais la même chose avec, par exemple, un gel à base de cortisone, hein, ou un gel. Parfois, on a des préparations magistrales qui sont faites avec plein de produits différents, de la cortisol, du laroxyl, etc. Moi, personnellement, je ne les recommande pas parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on fait au niveau de la muqueuse en termes d'inflammation. Il y a Anita qui pose la question de l'argile. C'est vrai que l'argile verte est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires. Est-ce qu'on peut faire Alors, à la place? moi, bon, je vais vous répondre très basiquement. Il y a pas de preuve scientifique sur l'utilité de l'argile dans cette indication-là. Dans les recommandations internationales dont je vous parlais, il y a eu des tas de mesures non médicamenteuses qui ont été vraiment testées. Et la seule qui était finalement retenue, c'était le miel. Donc l'argile n'y figure pas. Ça ne doit pas faire partie, hein, tout comme ce qu'on s'est dit avant, hein, l'huile essentielle, etc. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques, donc par principe de précaution, évitez. D'accord. Et parce qu'il y a quand même pas mal de femmes là qui nous disent que leurs aftes ou leurs sensations sont plus loin dans la gorge. Alors dans ces cas-là, on peut pas appliquer de pommade ou autre. Comment on fait dans ces cas-là? Alors là, c'est plus compliqué. Bon, bah, nous, à Valenciennes, c'est des patients qu'on prend en charge par photobiomodulation parce qu'on arrive à travers le larynx finalement et le pharynx à atteindre les zones concernées. Et là, peuvent se poser des questions éventuellement de traitement par voie générale. En fait, Oui. ce qui est surtout difficile quand on est dans des contextes comme ceux-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans le fond de la gorge ou dans l'œsophage? Est-ce qu'on a une irritation de la muqueuse? Est-ce qu'on a un petit champignon qui s'est développé? On a une œsophagite candidosique. Et Mhm. donc, forcément, en fonction de ce qu'on suspecte, on va avoir des traitements différents. Donc là, c'est vraiment un avis médical qui est nécessaire avec des hypothèses diagnostiques, voire si nécessaire, un avis d'un ORL ou d'un gastro-entérologue qui va regarder avec un petit nasofibroscope ce qui se passe exactement pour pouvoir donner le meilleur des traitements. Est-ce qu'on a des ulcères qui saignent? Dans quel cas le traitement ne serait pas le même que si c'est par exemple une simple irritation de la muqueuse. Donc c'est vrai que quand c'est chronique et qu'on a déjà des lésions avérées dans le pharynx et dans l'œsophage, là, il faut voir des spécialistes. D'accord. Ok. Je regarde les questions qu'on a. Il y a Christelle, oui, donc vous parliez hein, justement de l'origine de ces inflammations. J'imagine que ça peut être bactérien, ça peut être, vous parliez de champignons, c'est ça? Et puis, Alors, ouais, voilà. de lichen Ouais. buccal, Voilà, Christelle. oui, c'est une des complications. Buccal, Donc, ouais. voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, la fragilisation de la muqueuse, comme on l'a dit, hein, la mucite, la stomatite, font le lit d'autres infections potentielles. Et effectivement, ça peut être des infections bactériennes, des stomatites bactériennes. Ces infections-là, par exemple, on les rencontre souvent en hématologie, en secteur protégé, quand les défenses immunitaires sont faibles au cours des traitements en hématologie et qui peuvent nécessiter des antibiotiques puissants parce que les infections peuvent être potentiellement graves. Ça peut être des infections, donc comme je vous le disais tout à l'heure, candidosiques, des champignons, des mycoses en fait, qui vont se développer. Et puis après, potentiellement se chroniciser et donner des lésions, des grosses réactions inflammatoires qu'on appelle le lichénoïde, le lichen. Et ça, D'accord. notamment, on le voit dans le cadre de l'immunothérapie, par exemple, avec effectivement des lésions là, qui sont quand même difficiles à traiter au niveau de la bouche aussi. Donc, vous voyez, on part d'une inflammation ou d'un risque d'inflammation, puis là, on est dans les complications Oui, potentielles. d'accord, ok. Et est-ce que quand on arrête les traitements, ça revient à la normale et dans quel délai? Alors, en fait, en général, si on a des lésions qui se sont installées, qu'on fait bien les soins recommandés, que ce soit les soins de bouche, etc., et éventuellement de la photobiomodulation, quand on a la photobiomodulation, ça cicatrise très très vite. Ça, c'est Mhm. l'avantage. Mais si on n'a que les soins de bouche, ça va souvent revenir à la normale. Parfois malheureusement. Alors,
le retour à la normale est proportionnel aussi à la sévérité des lésions. Parce Sûr. qu'évidemment, quand on a un patient qui a une myocite de grade 3 ou 4, on va devoir faire le chemin inverse et ça va être plus long. Et parfois, malheureusement, on peut avoir des séquelles qui persistent à distance. Et ça a été cité tout à l'heure, la xérostomie, la sécheresse buccale Mhm. séquelaire des traitements, ou qui est liée au traitement qu'on doit continuer, elle est quand même assez fréquente. Donc voilà, les troubles du goût, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, la dysgeusie. Comment on soigne aujourd'hui un trouble du goût? Honnêtement, il n'y a pas de médicament qui soit spécifiquement miracle là-dessus. Nous, on les prend en charge avec la photobiomodulation qui restaure la sensorialité au niveau de la langue et des papilles. Mais ça peut être parfois séquelaire, durer longtemps et nécessiter quand même, là pour le coup, des avis spécialisés pour essayer de trouver des traitements adaptés. D'accord. Il y a Sophie qui revient sur cette question de bouche sèche, langue pâteuse. Il y a des solutions à ça, alimentaires ou Alors, tout ce qu'on s'est dit là, hein, sur les principes ça de base, ça s'applique, reste toujours valable. Il n'y a pas de solution miracle. Les substituts salivaires ou les produits qui stimulent la sécrétion de salive, ça peut aider. Et puis sinon, clairement, moi, c'est des indications que je recommande vraiment de faire de la photobiomodulation. Pourquoi? Parce que quand on va faire de la photobiomodulation à l'intérieur de la bouche, on va calmer cette inflammation et on va refaire fonctionner normalement les les- glandes salivaires accessoires, toutes les structures nerveuses qui sont impliquées dans la transmission de la douleur, etc. Et en plus, nous, on va traiter, comme je vous l'ai dit, stimuler les glandes salivaires, notamment les grosses glandes parotides. Donc, on va les refaire fonctionner normalement, là où elles étaient un peu sidérées. Et donc, on va permettre à cette sécheresse de la cavité buccale, même parfois des mois après, d'être soignée. Le risque étant sinon d'avoir ça un petit peu au long cours, quoi. D'accord. Alors, il y a Edith qui pose la question, qui demande si les guérismes à base d'argent colloïdal sont recommandés. Alors, tout ce qui est à base d'argent colloïdal, c'est plutôt utilisé pour les propriétés antiseptiques, hein, pour vraiment avoir une action contre les microbes. Voilà, moi je pense aujourd'hui, ça peut être indiqué dans certaines indications d'infection particulières, mais c'est pas finalement quelque chose qu'on va utiliser en soins courants, quoi. Hein, ça, D'accord. pareil, ça fait pas partie des agents recommandés, mais effectivement, ça peut être intéressant pour des propriétés anti-infectieuses. D'accord. Donc, si on récapitule un peu sur l'hygiène quotidienne bucco-dentaire, on utilise des brosses à dents souples, des dentifrices avec le moins de choses possible dedans, pas de perlites, pas d'agents qui vont agresser davantage la bouche. On évite tout ce qui est fil dentaire, brossette, quelque chose qui pourrait encore agresser davantage. Les bains de bouche plutôt à base de bicarbonate, du coup, fait maison, on peut le faire soi-même, c'est très simple. Et ensuite, donc, si vous avez accès à la photobiomodulation, ça reste le soin recommandé dans les recommandations officielles. Et ensuite, ça va dépendre, comme vous disiez, au cas par cas, et puis C'est des ça. éventuelles complications et d'identifier l'origine de la complication. Exactement, avoir un avis médical pour pouvoir avoir un traitement plus adapté. Et l'avis médical, ça peut être auprès de votre médecin généraliste, auprès de votre oncologue, ça Mm. peut être auprès de votre dentiste. Et Oui, ensuite, on pourra avoir recours à différents spécialistes, l'ORL, le stomato, le gastro-entérologue dans certains cas, on en a parlé tout à l'heure, le médecin de la douleur quand c'est compliqué au niveau des douleurs, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment avoir plusieurs niveaux de prise en soin en fonction de la symptomatologie, mais ce qui est vraiment important, c'est d'agir tout de suite. C'est que finalement, euh, en prévention, et si ensuite je vois s'installer des symptômes, tout de suite solliciter, en parler. Et à partir de là, les mesures adaptées seront proposées. très bien. Bah, je pense qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. Merci pour tous ces conseils. Merci aux personnes qui ont suivi ce webinaire et qui ont participé. Ce webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le revoir si vous vous posez des questions. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, sinon sur l'adresse contact de Rose Up et on essaiera de répondre à vos questions. Et encore une fois, Rose Up n'existerait pas sans vous. Pour toutes ces missions, nous avons besoin de vous. Donc n'hésitez pas à adhérer à notre association. Encore une fois, c'est 30 euros par an. C'est pas grand-chose. Enfin, pour la plupart des gens, ce n'est pas grand-chose. Pour nous, ça représente énormément. Et ça nous permet de faire des webinaires comme aujourd'hui qu'on propose gratuitement. Docteur Lemaire, merci encore pour ce Merci webinaire à vous. très, très intéressant. Et puis, sans doute à bientôt. À bientôt. Merci à toutes. Au Au revoir. revoir.